mes prédécesseurs ont parlé pas mal de passé. Moi, on me demande de voir l'avenir. Comme vous avez remarqué, je ne me sens pas malheureusement. Je n'ai pas de boule de cristal. Je vais essayer un petit peu de voir comment, au sein de l'entreprise pour laquelle je travaille, que je vais vous présenter, comment on essaye de penser demain à innover pour s'adapter au niveau de la production agricole et d'accompagner les agriculteurs avec lesquels je travaille tous les jours pour essayer d'imaginer sur le territoire bourguignon et franc-comtois comment on peut adapter ce système de production et penser aussi à une chose importante, c'est à imaginer des débouchés. On l'a dit tout à l'heure, c'est hyper important. Et il n'existe pas une filière qui soit par l'épice ou quoi que ce soit. Si derrière, il n'y a pas un débouché, quelque chose qui est construit et appuyé. Donc pour ma part, je suis responsable de recherche, développement, nouvelles cultures et accompagnement de filières au sein de l'Alliance BFC. L'Alliance BFC, c'est une structure de la grande région qui regroupe 3 coopératives de la région Bourgogne-Franche-Comté qui sont terre compost pour la partie que vous avez sur toute la Franche-Comté, Bourgogne du Sud, une coopérative qui est plutôt située en Saône-et-Loire, et puis donc Dijon-Sénel qui est basée essentiellement en Côte d'Or. On est un des acteurs majeurs du développement agricole et de l'accompagnement des agriculteurs. En tout cas, pour vous donner une idée, sur la région Bourgogne-Franche-Comté, on représente 50% des agriculteurs. C'est 12 000 adhérents répartis sur les 3 COP, qui représentent à peu près 6 000 à 7 000 agriculteurs adhérents et vraiment acteurs dans les coopératives. C'est plus de 1600 collaborateurs, et puis depuis quelques temps, on a développé une marque régionale dont je parlerai à la fin, qui s'appelle Nous Autrement. Et moi, dans la partie, on travaille dans le service R&D qui a vraiment été mutualisé, on est un peu plus lent, avec un gros travail fait sur toutes les cultures que vous connaissez et que vous voyez aujourd'hui. Ça, c'est l'essentiel de notre sol. Un autre gros travail qui est fait, c'est l'approche data. Parce qu'aujourd'hui, cette notion de données, que ce soit celle des agriculteurs, celle du climat, celle des bilans de carbone ou l'autre, c'est quelque chose d'hyper important. Et depuis 3 ans, il y a un énorme service qui s'est monté au niveau de l'Alliance pour accompagner cette notion de data. Et puis on a, avec les expérimentateurs, mis en place tout un réseau de plateformes qui nous permettent de penser demain et de repérer un petit peu ces modèles agricoles et les faire évoluer. Alors, en premier lieu, ce qu'il faut bien se dire, c'est qu'on essaye d'être en cohérence avec ce qui se passe dans notre société. Depuis tout à l'heure, on l'a dit, et c'est hyper important. Il y a un contexte général qui est compliqué au niveau des problématiques du climat, et j'en reviendrai tout à l'heure. On a beaucoup d'éco-anxiété par rapport à ça, et on vient de le voir encore cette année avec des pluviométries qu'on n'a jamais connues depuis très longtemps en France et qui sont en opposition avec ce qui s'est passé dans le monde, parce qu'en même temps, 2024 va être encore une des années peut-être les plus chaudes, avec des zones où, en Asie du Sud-Est ou en Amérique latine, on a dépassé régulièrement les 40 degrés. Et quand on voit simplement le temps qu'on avait dimanche dernier, quand vous imaginez ça sur 25, 30, 40 jours d'affilée, on comprend bien que là, on a des perturbations géoplanétaires qui sont importantes. Et donc, par rapport à ces problématiques d'évolution climatique qui sont de plus en plus importantes, on se doit aujourd'hui de voir comment notre système agricole va s'adapter et essayer de voir quelles innovations on peut essayer de mettre au niveau agronomique pour atténuer ces notions de changement climatique. Après, on a un deuxième point qui est vraiment très sociétal, qui est important, qui est l'évolution de la consommation qui est au cœur de notre société. On vient de le dire depuis ce matin, l'acte de consommation, c'est une chose. Et puis, il y a la volonté que l'on a, parce que l'on le vit tous les consommateurs, on a envie de. Et puis, qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on va faire quand on est dans un axe de consommation. Aujourd'hui, on le voit bien, la restauration hors foyer depuis le Covid, ce qu'on appelle la RHF, a explosé. Au niveau médical, c'est énorme. Les Uber Eats, on n'en parle pas. Le temps passé en cuisine, tout à l'heure, Christophe, on a parlé en début de matinée énorme. Aujourd'hui, c'est 1 heure, 1h10 par semaine passée dans une cuisine en moyenne sur les foyers français. Donc, on voit bien qu'il y a une attente sociétale et en même temps une volonté, dans ce qu'on vient de dire tout à l'heure et l'exposer avant, c'est aussi des attentes de je veux savoir d'où vient mon produit, comment il a été produit, comment on va l'amener le plus sûr possible. Donc, on travaille aussi sur ces notions-là. Et évidemment, on parle de géopolitique. Et aujourd'hui, vous avez vu qu'on a parlé de crise sanitaire, qui était capable de raconter, avant 2019, que le monde allait s'arrêter. En
pendant 20 jours. C'était compliqué à raconter. La guerre en Ukraine joue. Il y a 2 ans, quand les actes, la Russie attaque l'Ukraine, la mer Noire s'arrête, on n'exporte plus. Et tout à coup, on a eu des marchés énormes d'exportation de grains, notamment de blé, sur l'Afrique, l'Afrique du Nord et autres, exceptionnels. Là, on fait de la géopolitique. Pour M. Poutine, au début de l'année 2024, a donné à certains pays d'Afrique du Nord carrément du blé. Conclusion, vous avez des marchés qui se cassent la figure, qui sont très variables. Et par rapport à ça, on a des variations de prix au niveau de nos agriculteurs qui sont très dures à alimenter. Donc, on se doit aussi de canaliser, d'essayer pour eux de travailler cette notion de valeur ajoutée pour ces agriculteurs, mais parce qu'en même temps, quand on a une activité agricole sur un territoire, chose qui ne s'exporte pas, on a aussi d'autres activités qui en dépendent. Et ça, c'est aussi important parce que c'est un tissu socio-économique qui est important à mettre en place. Et nos régions en ont beaucoup. On a le vin, pas besoin de faire dessin. On a la plus grosse appellation de France qui est la production de comté, ici en Franche-Comté. Donc ça, c'est un tissu agro-industriel qui est hyper important à essayer de structurer et qu'on a volonté de vouloir faire progresser dans son milieu, mais aussi de vouloir continuer. Donc face à ça, la première chose que je disais, c'est cette notion d'impact du changement climatique que je voulais aborder, parce qu'on ne peut pas parler du futur sans parler de l'impact du changement climatique aujourd'hui sur les productions agricoles en Bourgogne-Franche-Comté. La position par rapport à l'Atlantique, même si l'impact du changement climatique se fait très fort dans certaines zones, notamment subsahariennes, c'est certainement en Europe le pays qui va subir avec l'Espagne le plus l'influence de ces évolutions climatiques. On fait tampon pour toute la partie plus continentale de l'Europe, les Alpes étant à ça. Donc on est l'une des régions, et donc la plus agricole, dans l'Europe qui va prendre le plus cet effet du climat. Quand on voit aussi importance, c'est l'aspect pluviométrique, donc que je verrai après, mais où on voit qu'on a eu des pas de temps en température qui se sont faits depuis, en gros, la moitié du XXe siècle, avec quelque chose d'assez stable jusqu'au début des années 90. Et puis, les années 90, on prend des blocs très très forts, et là, c'est des scénarios de rupture qui sont effectifs. Et quand on les fait, aujourd'hui, on le voit, on est en train de repasser un palier, et probablement que 2024-2025 remarquera un palier très important d'environ 1 degré, 1 degré. Donc le scénario, il est atteint. Et il est atteint avec un autre phénomène, c'est ce qu'on appelle l'aléa de la précipitation. Donc l'aléa de la précipitation qu'on a simulé ici, en gros, on ne va pas avoir trop de pertes de température, de pluie. Sur la projection qu'on peut avoir, on aurait peut-être même un effet d'augmentation de pluie, parce qu'on avait un peu des pluies, mais par contre, on a une énorme modification des moments où il va pleuvoir, avec des périodes sèches, comme pratiquement certaines zones de l'Afrique le connaissent. Et on pourrait considérer qu'on va avoir des périodes, ce qu'on appelle de pluie, des temps de pluie et des temps de sécheresse, comme vous l'avez sur certains secteurs en Afrique notamment. Et donc ça a une influence sur nos cultures, parce que quand vous avez un déficit hydrique très marqué qui va se faire entre juin et en gros début septembre, ben ça a une influence sur nos cultures. Et ça a une influence sur nos cultures parce que le déficit hydrique sur une culture, c'est automatiquement une perte de production. Il n'y a pas d'élément végétal s'il n'y a pas de l'eau. Donc ça, c'est indépendant de tout. On sera obligé d'avoir toute action pour faire le végétal, d'avoir de l'eau. Et selon les cultures, cet impact va être très différent d'une culture à l'autre. Et notamment, on le voit sur tout ce qu'on appelle, nous, les cultures d'été, c'est-à-dire qui sont semées au début du printemps, entre la mi-mars et la mi-mai, ce qui sont essentiellement du tournesol, des maïs, des pois ou du soja. Et ben, ils ont des stades phénologiques qui correspondent à des moments les plus critiques pour le niveau de production. Donc on voit bien que, par exemple, un maïs, pendant sa croissance, il y a peu de risques au début du printemps d'avoir des effets de son rendement qui sont touchés. Par contre, maturité et sénescence, c'est-à-dire le moment de l'été, vont très très fortement impacter le rendement du maïs. On sait qu'un maïs, ça rend certes des galettes, on a parlé de polenta, mais il n'y a pas que. C'est aussi beaucoup de bases de l'alimentation, notamment du bétail. Et donc ça pose un vrai problème. On l'a sur le maïs, on l'a sur le tournesol, vous les avez ici.
Vous l'avez sur le soja. Donc on sait qu'on va avoir des impacts importants et on va monter avec des impacts quand on avance jusqu'à 25, 30, pratiquement 35% de perte de rendement quand je projette. Et autre phénomène, ça touche évidemment les prairies. Alors, quand on l'a fait, on a pris des scénarios et on a projeté avec l'aide des données safran, donc des données agroclimatiques sur la région, on a croisé ça avec ce qu'on appelle la capacité au sol de mettre de l'eau. Donc c'est des réservoirs, on appelle ça la réserve utile. Donc la production de blé, on a regardé comment elle pouvait être impactée. Donc un blé, ça se sème en gros, là on va commencer à l'essuyer au mois d'octobre, et ça se récolte au mois de juillet. Et puis on a voulu voir sur un maïs qui se sème au mois d'avril et qui se récolte à peu près début octobre. Et globalement, on a peu d'impact de cette évolution du changement climatique, voire avec le changement peut-être génétique, un petit niveau de production qui va probablement monter d'environ 12 000 tonnes, sachant que les chiffres que vous avez ici, la Bourgogne-Franche-Comté produit environ 2 400 000 tonnes de blé par an. Donc on va commencer par une petite progression. Très très vite, entre 2050 et 2070, on va reperdre ce qu'on avait gagné, et puis on a un impact beaucoup plus fort sur la fin du siècle, entre 2080 et 2099. Donc là, on le voit, ça joue déjà de manière assez nette, une perte de production quand on simule à condition constante dans nos assolements aujourd'hui. Et quand on le fait sur la production de maïs, là, c'est beaucoup plus impactant, c'est que dès à présent, on a des pertes de production liées à ce déficit hydrique. Et ces pertes de production, quand vous êtes là qu'à 735 000 tonnes, quand vous en perdez 150 000, là, vous avez déjà perdu 30% de votre potentiel. Donc ça, c'est impactant, et ça va impacter nos systèmes agricoles, donc il faut qu'on puisse voir comment on pourrait le gérer. Ça, je vous l'ai donné en chiffres. Maintenant, qu'est-ce que ça pourrait représenter? On le fait sur le territoire, c'est que si on perd, on double ce déficit hydrique, c'est-à-dire environ 1,5 milliard de mètres cubes qui tombent sur la Bourgogne-Franche-Comté. Il faut savoir que la pluviométrie moyenne à l'hectare, c'est entre 500 et un petit 1000 mm d'eau au mètre carré. C'est-à-dire, vous voyez à peu près ce qui tombe par hectare. Et donc ça va avoir un impact si on double ce déficit hydrique direct sur le niveau de production. C'est-à-dire qu'en moyenne, quand on le simule, on perd 12% de notre production agricole. Je perds 13,5% de production sur la prairie. Les prairies, c'est directement quelque chose qui alimente les troupeaux quand ils sont en plein air, et notamment sur toute la Franche-Comté pour la production de comté. Donc c'est très important. Et ça perd jusqu'à, en moyenne, plus de 20% pour les cultures estivales dont je viens de vous parler, du maïs, du tournesol ou du soja par exemple. Quand on le remet en tonnes, parce qu'il faut essayer de l'exprimer, c'est 44 000 tonnes de blé en moins, ça représente 1,5 milliard de baguettes. Juste pour vous faire une idée, ça fait déjà du chiffre, on voit ce que ça représente. Où ça fait aussi 1,3 million de tonnes d'équivalent d'air qui sont donnés aux animaux, qui sont pâturés, et c'est 40 000 tonnes de bœuf en moins. Donc, on est obligé aujourd'hui de prendre en compte ce phénomène, et donc là, on va devoir adapter des leviers agronomiques. Et c'est la première chose à adapter sur ces leviers agronomiques, c'est de l'adapter en fonction de ce qu'on appelle la réserve utile des sols. Donc, chaque parcelle se caractérise par une profondeur de terre qui va nous donner en gros le volume, si c'est 1 litre ou si c'est 2 litres, et ainsi de suite. Donc, on caractérise nos sols, et la région Bourgogne-Franche-Comté est plutôt caractérisée par des niveaux, ce qu'on appelle de réserve utile assez intermédiaires, qui se situent entre 50 mm de réserve à peu près et 100-120 mm de réserve. Sur les plateaux du Châtillonnais, quand on remonte plutôt sur l'est, on est même en dessous de 50. Donc une grosse fragilité par rapport à ça. Donc notre métier aujourd'hui, c'est de se dire, face à cette donnée pédoclimatique, donc la réserve utile des sols, le risque climatique, qu'est-ce que je peux faire et comment je peux optimiser tous les leviers agronomiques qui m'accompagnent dans ce principe. Donc ça, c'est ce que nous on a fait. La première chose, c'est de prendre un principe de tolérance et de robustesse, c'est-à-dire de réduire l'impact du manque d'eau sur les plantes. Et là, on a plusieurs leviers. Donc ça va être une sélection qu'on est en train d'envisager variétale, ce qui fait que dans notre métier, la première chose, c'est d'évaluer pour demain les variétés qu'on va proposer à la branche et à l'agriculteur. Et le premier critère, c'est cette notion de tolérance au stress que peuvent avoir les cultures. On était d'abord nous, jusqu'à aujourd'hui, plutôt la capacité à faire du rendement. Là, certes, on va dire garder la capacité du rendement, on va dire garder aussi quelle est la capacité de la plante à résister aux stations.
et d'une variété à l'autre. Entre deux variétés de blé, on peut avoir des différences. Utilisation de biosolutions. Quand on parle de biosolutions, c'est plutôt l'enrichissement au niveau racinaire, important. Cette notion de relation entre des mycorhizes, entre des bactéries au niveau des racines pour les aider à mieux explorer les éléments nutritionnels présents dans le sol. Ça, c'est très important. On travaille là-dessus, notamment pour tout ce qui est légumineuse, parce qu'il y a une relation, notamment à la fixation d'azote, qui est importante par les légumineuses. Mais ça ne se passe que s'il y a une relation entre une mycorhize ou une bactérie et la racine. L'autre point, c'est l'optimisation de l'efficience, c'est-à-dire essayer de travailler à l'évaluation du niveau hydrique des sols, de le caler aux besoins de la culture et voir comment on peut réellement les piloter. Donc là, c'est la data qui nous aide. C'est des sondes qu'on a au sol qui nous permettent de mesurer l'état hydrique. Et avec ça, on est capable de faire modéliser des outils d'aide à la décision qui nous permettent de voir si, à un moment donné, on décroche. Et par exemple, déclencher une irrigation sur du maraîchage, sur les arbres fruitiers, ça nous aide à piloter à ce niveau. Après, il y a tout ce qui est évidemment réduire le dessèchement du sol par la couverture du sol, justement. C'est-à-dire que plus un sol est doux, plus il sèche vite. Donc, c'est amené dans des réflexions autour du travail du sol, de la conduite des cultures et de leur couverture. Donc, la durée de couverture du sol est importante, au même titre qu'on a besoin de réenrichir en matière organique le sol de Bourgogne. Donc là, d'où l'intérêt de l'élevage. En train de réfléchir à des approches un petit peu différentes pour esquiver ces périodes d'espèces hydriques et d'amener plutôt des espèces plus adaptées. On va peut-être bien chercher au sud, qui ont aujourd'hui des caractéristiques un peu plus adaptées sur le pourtour méditerranéen, par exemple. Diversifier les précocités, diversifier les périodes de semis quand on peut, dès qu'on peut la faire. Donc agronomiquement, on a plein d'outils. Par contre, on se rend compte que ça ne suffira pas et qu'il y aura un autre enjeu. C'est qu'aujourd'hui, il y aura besoin de probablement penser ressources en eau. Et aujourd'hui, il n'y aura pas de production s'il n'y aura pas de l'eau. Tant qu'on est en animal ou en végétal, ce n'est pas comme ça. Aujourd'hui, une vache, ça consomme 80 litres d'eau par jour. Une salle de traite, ça se lave. Des bâtiments, ça s'entretient, au moins prophylaxie. Et puis des cultures, elles vont consommer entre 400 et 1000 mm d'eau équivalent à l'hectare. Donc il n'y a pas d'agriculture sans eau. Donc on a une énorme défi de cette gestion de l'eau au niveau de notre. Donc, comme je vous le disais, l'autre point, ça sera de travailler sur les plateformes de nouvelles cultures. Donc adapter de nouveaux systèmes, innover avec des choses qui ne sont pas forcément connues en Bourgogne-Franche-Comté. Et on a, pour ce faire, mis en enjeu de répondre à ce réchauffement climatique, gestion de l'eau, captation du carbone, adaptation de pratiques, je viens de vous le dire, et nouvelles cultures. On parle agroécologie, couverture des sols, agroforesterie, pratiques génératrices et agroénergie. Parce que là aussi, au niveau du sol, il y aura des choses à faire, par exemple pour faire de la méthane. On peut faire des méthanes verts et plus être dépendant du méthane russe, par exemple. Et en les utilisant, on peut améliorer la rotation de nos cultures en amenant un autre débouché à notre agriculture. Et donc là, on a mis en place pour étudier donc, ces productions et sécuriser qui nous servent d'incubateurs. C'est des zones, des petites parcelles sur lesquelles on vient faire des tests. Donc on en a deux belles plateformes qui sont aujourd'hui, une en plaine de Dijon, du côté bretonnière, Ezray, l'autre sur les plateaux argilo-calcaires, dont j'ai très peu de réserves utiles. Des zones d'expérimentation qui sont plutôt en Bourgogne-Franche-Comté et plutôt en Franche-Comté sur l'aspect élevage. Et puis tout un démonstrateur gestion de l'eau où justement on vient voir comment on peut piloter au moindre millimètre cette notion de l'eau qu'on a sur Chili en Saône-et-Loire. Donc on a mis en place deux plateformes. Ça c'est important, deux plateformes depuis 2020 dédiées à ces nouvelles productions. Donc on a testé depuis 2021 30 espèces qui globalement étaient peu ou très très peu travaillées en Bourgogne. Donc comme je vous le dis, on a travaillé des choses comme des cultures fourragères pérennes, sylphie, mûrier blanc, fléole, donc plutôt des produits qui viennent du sud de la France. Le mûrier blanc, c'est typiquement les Pyrénées-Orientales qui les utilisent pour l'alimentation du bétail. Les fruits rouges, on parlait tout à l'heure de la filière cassis, on pense aussi à la filière framboise qui recherche un petit peu de débouchés là-dessus. Les cultures annuelles, donc là on a un énorme enjeu qui est autour des protéines.
Et là, vous voyez qu'il y en a pas mal qui sont calés dans ce programme-là. Le fenugrec, la chia, ça vient d'Amérique latine, la cameline, les haricots, la coriandre, cumin, le pois chiche, la catane, le sarrasin. Enfin bon, voilà, on a testé plein d'annuels pour voir un peu comment elles peuvent s'adapter et comment ça travaille sur ce secteur-là. On est venu aussi sur les plantes aromatiques à parfum, donc la première qu'on connaissait là avant, mais qui a une grosse problématique plutôt débouchée peu alimentaire, essentiellement pour le produit exilienne. Il y a une grosse concurrence des pays de l'Est sur ces marchés-là. Par contre, toutes les aromatiques, tout à l'heure on parlait d'épices, quand on parle de cumin, de coriandre, de fenugrec, de thym, de romarin, de sarriette, c'est typiquement les épices dont on parlait ce matin, qui viennent plutôt du grand portion méditerranéen ou du grand bassin moyen-oriental et qui aujourd'hui reviennent sur nos productions ici. Puis on est montré sur les arbres, carrément des arbres fruitiers. Voir comment on parle d'abricots, de pêche, de nectarines. Jusqu'à présent, il y en a très peu sur nos régions. Et puis du noisetier, du noyer. Voir comment, en termes d'agroforestier et de paysage, on peut aussi implanter ces cultures. En parallèle de ça, on va travailler tout ce qui est notion d'apport de l'eau. Parce que ni plus ni moins, autant un thym, un romarin, une sarriette, ça a besoin de 400 mm d'eau, c'est pas grand-chose. Autant que vous commencez même à parler d'un arbre, un abricotier, ça a besoin de 900 mm d'eau. C'est-à-dire pratiquement une fois et demie plus qu'un maïs. On dit très gourmand. Mais on le voit peu, parce que généralement sur les arbres fruitiers, l'irrigation de ces arbres-là, elle se fait au pied, avec du goutte à goutte, voire des gouttes à goutte en terre. Mais aujourd'hui, il n'y aurait pas un abricot en Espagne, il n'y aurait pas un abricot dans le sud-est de la France, s'il n'y avait pas eu l'irrigation et de la maîtrise. Donc on est en train de voir comment on peut le faire et le faire ici sans forcément apporter de l'eau. Cette année, ça ne s'est pas mal passé, on verra les autres. Donc voilà, on est obligé de travailler avec plein d'outils qui vont nous aider à piloter pour voir comment on va le faire. Et dans le travail qu'on a fait aujourd'hui avec les cartographies que mon collègue Séverin a fait, on est capable avec les connaissances qu'on a sur une culture de projeter, et vous l'avez sur la carte à gauche, de projeter les zones propices à la production. Quand je connais les besoins en eau d'un pommier, par exemple, quand je connais ses risques au froid, quand je connais ses risques au chaud, j'ai ces données-là, et on arrive à projeter avec les données, en gros, les zones qui, par exemple, ça nous exclut certaines zones où je n'ai pas suffisamment de réserves utiles, donc de capacité en eau pour habiter. L'autre projection qu'on est en train de faire, c'est de penser au fourrage, puisque comme je le disais, il y a quand même 60% de nos exploitants qui sont des polyculteurs éleveurs, avec une énorme zone qui est quand même la zone du comté, donc on a besoin de sécuriser l'alimentation fourragère de nos élevages. Donc là, on travaille sur des produits très spécifiques, plutôt périns, c'est-à-dire qui sont implantés pour 10-12 ans comme de la sylphie. Du mûrier, c'est un arbre, donc on est plutôt, au lieu de retourner, travailler plutôt en prairie. Au lieu de faire des choses qui changent, imaginez sur un temps long une couverture du sol, de manière à ne pas trop avoir à perturber le sol. Donc c'est le cas pour la sylphie, c'est le cas pour le mûrier, mais on est en train de parler des nouvelles opportunités de production sylvicole et dans ces zones sylvicoles, pensez à de la production agricole. Vous pouvez faire de l'arbre qui va faire de la protection et en même temps, entre les arbres, vous faites de la production agricole classique. C'est de l'agroforesterie, notamment. Alors en intra-parcellaire, ça ne pose pas de problème, parce que là, on a tendance à avoir une exploration racinaire. Mais voilà le premier. Donc dans ce cadre-là, aujourd'hui, on a pu vraiment mesurer et relocaliser les productions. Donc à l'horizon 2030-2032, aujourd'hui, on a l'objectif d'implanter 200 à 250 hectares d'abricotiers, ce qui est quand même pas rien. On ne concurrencera pas la vallée du Rhône, 300 hectares de noisetiers, 500 à 600 hectares de pommes. D'ailleurs, on en parle aussi, chose importante, alors que jusqu'à présent dans notre région, c'est pas trop ces métiers qui sont faits. Un peu de plantes aromatiques, à quelques hectares, parce que en fait, c'est des marchés qui sont tout petits et qui ne demandent pas des grosses consommations. Alors, il faut qu'on mette beaucoup de garde de Provence sur nos côtelettes pour en goûter. Et puis beaucoup de cultures plutôt tournées autour je vous disais tout à l'heure, des protéagineux, parce que cette notion de protéine végétale est importante et dans l'avenir, ça sera quelque chose d'important. Si on diminue le produit carné, ça veut dire qu'on aura besoin de ressources de protéines, des végétaux. Donc on parle de pois chiche, on parle de lentilles, on parle de haricots, donc on a des objectifs de production de ces cultures-là chez nos agriculteurs et on va les mettre en place d'ici 2030-2032.
Mais ça peut se construire que si on a des partenariats ou des débouchés. On est en train de faire des partenariats avec des gens qui sont plutôt issus au sud de la France. Donc Calissa est une coopérative qui travaille plutôt les fameuses lentilles des protéagineux. On travaille avec eux, mais on imagine le débouché. Donc là, l'importance de travailler avec, dans le cadre des projets d'alimentation territoriale avec les intercommunalités, avec le Grand Dijon, avec le Grand Chalon. Ça, c'est important parce que c'est une partie des débouchés dans les lois Egalim qui nous permettent de dire aussi nos productions, elles auront des débouchés locaux. Et ça, c'est aussi une des raisons pour laquelle l'agriculture en Bourgogne est importante. On a des zones qui ont besoin aussi de relocaliser nos productions et de faire qu'elles soient consommées sur place, même si on a besoin de l'agro-industrie. Les gens comme Agro Mousquetaire, Lidl sont dans tous les cas dans l'acte de consommation des partenaires sur lesquels on ne peut pas négliger notre. Donc je vais essayer de prendre maintenant un exemple d'un projet. Sur Tourban, on va faire reprendre une pioche, une pêche, travailler au champ, à la main et être en autosuffisance. Donc on est obligé de penser à ça. Donc on a pensé à un environnement agricole. Les haies reviennent. Il y a un énorme programme de planton des haies qui est en place. On en perd encore. Tous les ans. Ouais, on en reprend. En Bourgogne-Franche-Comté, on en reprend. Par contre, on a de la forêt qui diminue. Voilà. Et comment se fait-il, par exemple, je pense à la peine de Douge, de Genlis, Roumarien, on n'est pas un arbre. Est-ce qu'on peut imaginer un paysage céréalier différent avec des arbres au milieu, même si. Ça se replante, on le voit bien. On perd en productivité. Ouais. On a quand même un champ céréalier, c'est un champ sans un arbre, sans une haie. Est-ce qu'on peut imaginer, justement, mentalement, est-ce que les paysans peuvent imaginer d'avoir un système céréalier avec de la végétation? Ça semble impossible. Non, l'agroforesterie intraparcelle existe. Maintenant, si je vous dis, on plante des arbres. Ok. Donc, je perds de la superficie agricole. J'en perds X%. Sur lequel, pour l'instant, je n'ai pas vendu mon arbre. Je vais le planter pour 40 ou 50 ans. Oui, mais ça protège, justement, les haies protègent du vent. Aujourd'hui, économiquement, comme en exploitant une devis. Il y a des subventions aussi, justement, qui pourraient être. Il y a de l'économique à faire. Des subventions qui pourraient être aiguillées sur ce, d'ailleurs, qui existent et qui. Déjà que l'agriculture est trop subventionnée. Oui, non, mais bon, c'est des choses utiles, au moins. Donc, oui, je suis d'accord. Mais il y a plein de projets qui existent et qui sont en train de se mettre en place. Dans le choix des variétés que vous êtes en train de travailler, qui doivent être spécifiques, tout ça, est-ce que vous intégrez aussi un critère de qualité nutritionnelle, par exemple sur les blés avec moins de gluten, enfin par rapport à des choses qui sont produites par le passé, du blin avec plus d'oméga 3, enfin, ces attentes nutritionnelles qu'on peut aussi avoir, notamment en matière de santé, est-ce que vous prise en compte? C'est pour ça que vous avez vu, j'ai parlé pas mal des protéagineux tout à l'heure. Vous avez vu le lin, le sorgho, le sarrasin. Quand j'ai parlé des lentilles, des pois chiches, des haricots, ça fait partie effectivement de cette alternance au blé. Après, il y a une caractéristique des blés que je vais faire. On a 150 variétés de blé, elles ont toutes des caractéristiques un petit peu différentes. Il faut savoir que 60% des blés sont d'abord à destination de la production d'aliments du bétail, avant d'être sur ces aspects alimentation humaine et notamment de après, la notion de gluten dans un blé n'existera toujours. Maintenant, le problème, c'est qu'on utilise du gluten dans plein d'autres choses et on n'en parle rien chaque fois. Ça sert aussi pour d'autres raisons. Donc le blé, ça a du gluten. Il y en a un peu moins, mais quand on dégrade la teneur en gluten, on dégrade la qualité boulangère souvent derrière. C'est difficile. Mais ça fait partie de ce que je vous disais, toutes les nouvelles cultures, pour être aussi cette alternance aux céréales. Donc je parle de chia, de quinoa, et ici, ils sont sur les 25 tonnes de pommes sur le Grand Chalon, c'est ça?
Ouais. Mais c'est plus un restaurant ou... Non, c'est le Grand Chalon, la restauration dans la partie collective du Grand Chalon. La partie. Consommateur individuel, ça c'est. Non. C'est là quand on est en PAT, quand on doit fournir sur le local, le Grand Chalon. C'est un exemple, je dis qu'on sommet en 2021, 2022, 25 tonnes de pommes par an. Le Grand Chalon, tu es très investi aussi au niveau nutrition avec une part des spécifiques. C'est une collectivité qui est très engagée. Maintenant, il y a Dijon, il y a les hôpitaux, il y a les collectivités, les lois Egalim nous amènent aussi à penser à ça. Maintenant, il faut pouvoir arriver à produire localement. Ça, c'est très intéressant comme initiative, cette expérimentation sur les pommes. J'espère que ça ira rapidement. Les financements sont uniquement de la PAC, vous avez une subvention supplémentaire pour l'innovation. À notre niveau, oui. C'est exclusivement les agriculteurs. C'est-à-dire que les agriculteurs de la coopérative, ils sont porteurs adhérents. Ils ont du capital social dans la coopérative. C'est eux qui sont les gouvernants de la coopérative. Donc ils m'ont embauché. Donc quand sur une tonne de blé, il y a un petit bout de quelque chose qui sert à ma rémunération. Donc ils ont cette réflexion-là, ils l'ont eu en se disant, ben voilà, on va rémunérer M. Martin ou mes collègues dans ce cadre de recherche et développement pour les accompagner à ce point. Donc on ne peut pas aller en une fois, l'inertie est longue, hein. Le monde agricole, on a un pactant qui est compliqué, un arbre c'est 35 ans, les premiers fruits c'est dans 4 ans, un blé dans tous les cas, ça demande 9 mois. On sème en octobre, on récolte au mois de juillet, cette incompressibilité elle existe. Alors sauf peut-être demain à New York, les grandes fermes industrielles avec des lampes UV sur de l'hydroponie et des substrats marchands, ça existe. Comme disait Christophe au tout début de la matinée, bon, c'est très énergivore sur notre réseau chez les fournisseurs. Est-ce que vous avez aussi réévalué la vigne? Parce que vous n'en avez pas du tout parlé. Non. Comment vous intégrez le terroir, la vigne, ce terroir? Alors, ni plus ni moins, parce qu'on est une coopérative de céréaliculteurs et que l'aspect de Bourgogne, et notamment en Côte d'Or, fait que c'est des gens qui travaillent, qui sont des récoltants manipulant et chacun travaille pour soi. Donc il y a pas mal de recherches, quand même, beaucoup d'évolutions. Aujourd'hui, la Bourgogne, c'est le Chardonnay et le Pinot. Pas trop parler d'autre chose. Sauf quand on commence à. Même quand on fait des créments. Donc il y aura une évolution, c'est sûr, on le disait tout à l'heure. C'est pas mon métier, on n'est pas dedans. La côte viticole est une côte un peu particulière qui travaille toute seule. Les agriculteurs avec qui je travaille ne sont pas des viticulteurs, à part à la marque. Ce sont des gens qui sont exclusivement polyculteurs. Vous avez répondu en partie à ma question à l'instant par le fait que quand vous vous présentez en tant que mandaté par les agriculteurs ou par les coopérateurs, ma question elle était justement vis-à-vis de ces projections vers la nouvelle culture en liaison avec l'évolution géoclimatique. Quelle est l'adhésion des agriculteurs par rapport à ces nouvelles cultures? Alors des agriculteurs qui vous portent, je pense qu'il y a une certaine adhésion, mais de façon plus globale, quelle est l'adhésion? Et c'est un peu en lien aussi avec ce qu'on disait tout à l'heure à l'instant avec M. Joquin, à savoir que effectivement on peut planter des haies, on peut planter des arbres, mais c'est pas forcément en lien avec la rentabilité que recherche l'agriculteur. Donc quelle est l'adhésion de ces agriculteurs et est-ce que ça peut générer aussi des vocations de néo-agriculteurs vers ces nouvelles propositions de culture plus. Cette question est assez compliquée d'y répondre. On a eu l'adhésion. Je vous promets qu'il y a en juin 2020, on commence à parler abricots. On a fait rigoler. Franchement, ils sont barrés, ils sont avec chez Baou, ils sont allés boire un coup de Bourgogne de trop. Et puis aujourd'hui, quand vous avez un démonstrat, des choses effectives qui sont mises en place, c'est des agriculteurs à voir ce qu'il en est, on essaie de mesurer le contrat. La notion aussi de main-d'œuvre, parce que ça c'est hyper important sur la construction. C'est compliqué à gérer. Et que nous on arrive à travailler avec eux sur ces notions de soutien et de débouchés.
Moi, je ne proposerais pas à un agriculteur de faire des hectares de pommes si je n'avais pas les 600 hectares et les 25 000 tonnes avec notre travail. On ne pourrait pas l'imaginer. On ne peut pas imaginer 20 hectares de pain si quelque part, de pain je n'ai pas la notion de marché. Donc on arrive tout le temps à se dire qu'il y a des gars qui sont d'abord qui ont besoin, pour certains, d'installer un jeune. Donc c'est un atelier de diversification qui peut être à valeur ajoutée rémunérateur sur peu de superficie. Donc là, vous avez des agriculteurs qui sont intéressés, ils se projettent dedans. Ils sont bons, relativement constants d'évolution. Il y a 40 ans, leur père ont fait des recouvrements, ont enlevé des aides. Aujourd'hui, il y en a qui replantent et qui replantent là où le père avait arraché les aides. C'est assez étonnant. Et donc il y a des fois des conflits dans les fermes, qui sont assez intéressants à voir. Ils sont directement en lien avec les problématiques. Donc ils savent très bien que quelque part, il y aura des choses à changer. La seule chose, c'est l'inertie et les investissements, ça demande beaucoup d'investissement financier et d'investissement humain. Parce que cette notion d'investissement humain, quand vous êtes, comme je vous dis, vous êtes passé de 350 000 agriculteurs et 1986, je vous dis, c'est 82, c'est 2006. Ça veut dire qu'on a moins de main-d'œuvre, donc on a réduit, on cherche à optimiser ce temps-là. Et ça, c'est compliqué. Quand vous parlez de cette diversification dont je vous ai parlé, quand on parle de pommes à couteau, ça veut dire que j'ai des petites mains qui mènent à récolter. Elle est où la main? C'est un vrai problème. Tous ceux qui connaissent ce que c'est que les vendanges, aujourd'hui, en zone viticole, ils savent que c'est compliqué. Donc, ça veut dire, est-ce que c'est du matériel? Est-ce que c'est du... Et il y a des choses comme ça qui vont être longues à mettre en place. Ils vont le faire. Quand on est sur des annuels, ils arrivent rapidement à se dire, tiens, je vais tester le sarrasin, je vais tester le quinoa. Sur des produits qui sont à plus long terme, ça demande un temps de réflexion, un investissement, une acquisition de connaissances. Ils ont la compétence, mais pas les connaissances. Et donc là-dessus, on est obligé. Moi, je n'ai pas commencé ma carrière là-dessus, j'ai commencé sur les grandes cultures, je suis en train de terminer là, mais c'est une acquisition constante de nouvelles connaissances. Pas forcément. Et ça demande. Voilà. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci.